Bienvenue, bonjour à tous. Nous sommes prêts à vous faire partager cette petite séance. Vous savez que vous aurez le replay de toute manière. Par ailleurs, vous aurez aussi le lien pour pouvoir faire fonctionner ce replay, le transmettre à des personnes que vous jugerez, on va dire, qui pourraient en avoir besoin. Et puis, vous avez toujours aussi la possibilité de nous recontacter si vous le souhaitez, bien entendu. En tout cas, merci à Smile de nous avoir permis aussi de concocter ce programme parce que nous avons 2 retours d'expérience, dont un qui a été aussi labellisé par Smile. Et donc, Mathieu Deldy, qui représente Smile, présentera aussi à la fois l'intérêt de Smile depuis de nombreuses années qui est présent. Donc, c'est un outil puissant puisqu'il couvre à la fois la région Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, Mathieu Deldy présentera en introduction ce pourquoi Smile est fait et comment il va activer la filière. Ensuite, je ferai une petite présentation pour l'équipe Urban Sync et puis nous attaquerons par une mise en perspective grâce à l'intervention de Nicolas Geoffroy, donc qui nous présentera l'état des lieux et la situation vue côté Enedis. Je pense que ça permettra aussi de faire un rappel pour tout le monde sur cette actualité qui est permanente. Je pense que ça évolue presque en temps réel aussi de ce côté-là, donc dans le bon sens, forcément. Ensuite, du coup, on avait convenu que dans l'ordre, c'était parce qu'on voulait en fait vous présenter une progression, si je puis dire, de l'évolution d'un dossier en termes d'autoconsommation, de démarrer de la partie diagnostic jusqu'à, si je veux dire, la mise en place et la traduction dans les faits. Donc, du coup, Cola Forêt a fait ce choix de lancer un diagnostic l'année dernière que nous avons réalisé. Et donc, je vous présenterai cette première partie. Et du coup, Amel continuera, si je puis dire, le cycle en présentant aussi le projet Phébus qui, du coup, lui, est réalisé. Donc, comme ça, vous verrez finalement la vie complète d'un dossier, si je puis dire, de A à Z. L'intérêt, en fait, pour nous de concocter ce programme était de vous permettre de voir que la filière était suffisamment mature pour se lancer, qu'il fallait pas hésiter. En fait, c'était ça aussi notre motivation, c'était de rassembler un maximum d'acteurs en capacité de répondre aussi à vos questions. Donc, c'est pour ça que, bien entendu, au bout des, on va dire, 3 fois 15 minutes de présentation, évidemment, il y aura les questions-réponses. Donc, restez jusqu'à midi, jusqu'à la fin. Donc, en tout cas, merci de vous être connectés ce matin. Et donc, on va pouvoir démarrer. Alors, est-ce que tu veux, s'il te plaît, Mathieu, te présenter aussi Smile, parce que je pense que parler d'autoconsommation collective, c'est vraiment un vrai moyen d'aborder la notion de smart grid et de smart city, et Smile a été créé pour ça de mémoire. Je te laisse faire cette introduction. Merci Gonel pour cette introduction. Ravi effectivement d'organiser en partenariat avec vous, avec Urban Think, ce webinaire que je vais vous présenter effectivement ce qu'est Smile. Alors Smile, c'est le réseau de l'Ouest, tu le disais, déployé en Bretagne et Pays de la Loire, dédié aux smart grids, au système énergétique intelligent. C'est une association loi 1901 d'un point de vue statutaire qui regroupe des membres avec une diversité allant des collectivités locales, des territoires acteurs de la transition énergétique, notamment les syndicats d'énergie, mais aussi d'autres niveaux de collectivités, des communes, des métropoles, des agglomérations, les gestionnaires de réseau, représentés ce matin par Enedis, mais également les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité comme RTE et aussi sur le gaz, puisqu'on a une vocation effectivement à travailler sur toutes les énergies. Et ensuite, les entreprises apporteuses de solutions. Tu évoquais notre rôle d'appuyer, de stimuler les filières économiques qui travaillent sur ces sujets-là, d'où l'intérêt pour nous d'avoir les solutionneurs, les apporteurs de solutions de la PME au groupe industriel. Donc en 2023, c'est une 50aine de membres réunis dans ce collectif. Les sujets sur lesquels nous travaillons, ce sont évidemment les sujets d'anticiper les prochaines étapes d'une trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050. Il faudra plus d'énergie renouvelable, il faudra développer, s'adapter aux nouveaux usages de l'énergie, je pense notamment à la mobilité électrique. Et pour ça,
ça demande effectivement une évolution des réseaux énergétiques et des systèmes énergétiques, plus de pilotage d'énergie. Pour prendre un exemple, effectivement, on l'a tous maintenant en tête puisque ça a été relativement vulgarisé, démocratisé, mais le caractère intermittent, variable des énergies renouvelables, notamment l'éolien et le photovoltaïque, est une nouvelle donne qu'il faudra prendre de plus en plus en compte lorsque ça représentera 20, 30%, 40% de notre mix de production électrique. De la même façon, lorsqu'on n'aura plus 1 à 1,5 million de véhicules électriques à se recharger sur notre réseau à l'échelle nationale, mais 10, 15 millions de véhicules électriques à un horizon 2030-2040, il faudra évidemment piloter cette recharge de véhicules électriques et l'intégrer dans notre nouveau système. Donc voilà les sujets sur lesquels on travaille de manière très macro et pour être le plus concret possible, notre finalité, c'est bien de s'appuyer sur des projets démonstrateurs. C'est pour ça qu'on a une démarche d'homologation, de labellisation de projets qui nous semble voilà, illustrer des nouvelles façons de travailler ces systèmes énergétiques. Donc c'est le cas du projet qui vous sera présenté tout à l'heure par Amel Tebessi. Et on a une centaine de projets qui sont visibles sur une cartographie de projets que vous pouvez voir sur notre site web, mais aussi sur des lieux qui sont nos showrooms de Nantes à Rennes, dont vous avez une illustration dans la vignette en haut à droite de l'image. Donc notre mode opératoire, c'est évidemment faire connaître ces sujets-là, se rencontrer entre acteurs de différents horizons, partager les expertises, les retours d'expérience. Grâce à ces ressources de projets, de membres, appuyer les nouveaux projets, les nouvelles initiatives. Donc, on est à votre disposition voilà, pour vous informer davantage sur ces sujets-là et organiser aussi des temps de travail collectif entre nos membres sur des sujets d'intérêt commun. Je pense à la flexibilité énergétique. Aujourd'hui, c'est un sujet comment justement mieux piloter nos consommations énergétiques, voire stocker de l'énergie pour la placer au bon moment en face de notre besoin de consommation ou de notre capacité à produire de l'énergie. Voilà les sujets qu'on adresse aujourd'hui. Donc, je ne vais pas être plus long. En tout cas, ravi de co-organiser, d'être en partenaire sur ce webinaire. Et je te laisse reprendre la suite, Gwenaëlle. Merci Mathieu. Donc, pour concrétiser effectivement ce fonctionnement aussi d'écosystème, nous, par exemple, on est rentré au tout début, hein, donc on a vu toute la belle progression de Smile et c'est vrai qu'on est très content de voir aussi que l'écosystème se structure. Chacun a compris que la data et la gestion numérique devenaient la pierre angulaire en fait du système. Et donc, bien sûr, cette data, il faut qu'elle soit aussi savamment consolidée. En tout cas, grâce à ce rôle de la data et de l'articulation que l'on peut y donner pour amplifier le principe des économies d'énergie et de la production. En tout cas, nous sommes placés tout de suite sur la notion de contribution à cette transition écologique et énergétique. Et surtout, notre feuille de route à nous, c'est d'aider à décarboner le plus possible. Donc ça, c'est notre raison d'être. Et puis, notre mission, c'est de rendre visible l'invisible. Donc, c'est une petite formule qu'on a trouvé bien adapté pour expliquer ce que c'était que le jumeau numérique, temps réel, puisque c'est exactement ce que l'on fait avec Athenergy. Donc pour cela, on a été labellisé par Green Tech Innovation au mois de mai, là, lors de Vivatech. Ça a été nous avons reçu ce label. Et Solar Impulse, c'est un petit peu plus ancien, mais voilà. Donc on est au cœur, si je puis dire, de la phase préliminaire qui permet en fait de faire la scénarisation et la priorisation des actifs et surtout de faire les tests pour se rendre compte quelles sont les opportunités, quels sont les coûts, quels sont aussi les revenus. En tout cas, l'intérêt d'Athenergy, c'est de simuler et de rendre compte en fait d'une réalité qui pourrait arriver très vite et en tout cas de mettre aussi en situation aussi bien les acteurs privés que publics de se mettre en relation et c'est justement un peu ça que nous avons voulu mettre en scène dans cette retour sur expérience entre Quoi la Forêt et le projet Phébus. En tout cas, en guise de préliminaire, merci à Enedis de nous faire état justement des chiffres clés de l'autoconsommation. Où en sommes-nous
quelles sont, les vérités aujourd'hui, parce qu'il y a quelques années que c'est démarré, certes, mais est-ce que finalement la part est belle et ça va dans le bon sens pour vous, Enedis? Quelle est votre analyse de la situation? Merci Nicolas pour ta présentation. Tu peux prendre la main, je pense. Merci pour cette introduction, Gonel, et pour l'invitation. Donc, l'objectif, dans un premier temps, c'est effectivement de reprendre aussi un peu les bases et de les poser sur le principe de l'autoconsommation collective pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi il s'agit. Mais avant, il est important aussi pour nous de repositionner le rôle d'Enedis donc dans cette dynamique. Donc là, rapidement, un petit schéma pour comprendre où on se situe. Donc, vous avez des acteurs, que ce soit la production et la fourniture d'électricité qui sont des acteurs concurrentiels. Voilà, tout acteur industriel peut produire ou vendre de l'électricité. Et entre les deux, vous avez des gestionnaires de réseaux, donc réseau de transport opéré par ATO et réseau de distribution opéré à 95% du territoire français par Enedis. Donc, ce qui est important de retenir là-dessus, c'est qu'on a une délégation de service public pour gérer et opérer ce réseau de distribution sur 95% du territoire métropolitain et que c'est à ce titre-là qu'on intervient notamment dans les dispositifs d'autoconsommation collective. Un rappel pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou pas assez de nos missions. Donc, notamment, on va retrouver ici raccorder les clients, producteurs comme consommateurs, assurer le comptage, notamment au travers des compteurs. On parlera aussi des compteurs communicants Linky. Voilà, accompagner les projets des territoires et des collectivités locales. Donc ça, c'est notamment ce que j'ai cité là en premier lieu. Ça fait très fortement le lien avec l'autoconsommation collective parce que pour autoconsommer, il faut d'une être accordé et ensuite derrière, vous verrez que ça s'appuie sur la gestion des flux de comptage. Mais on a d'autres missions, donc vous connaissez certainement, donc comme assurer le dépannage. On a tous en tête les tempêtes sur lesquelles on voit beaucoup de véhicules bleus. Assurer la qualité d'électricité, le pilotage des réseaux et garantir l'accès rapide sur ces slides-là. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur l'autoconsommation. Qu'est-ce que c'est? Donc, déjà une première distinction entre autoconsommation individuelle et autoconsommation collective. Donc, l'autoconsommation individuelle, c'est lorsque j'installe des panneaux sur mon propre bâtiment et que j'autoconsomme l'électricité que je produis sur mon propre bâtiment. Dans ce cadre-là, je suis sur de l'autoconsommation individuelle. Je vais rentrer dans un dispositif d'autoconsommation collective à partir du moment où je vais vouloir valoriser ma production auprès d'autres acteurs qui sont différents que mon propre, on va dire, bâtiment ou point de livraison, compteur, si je vais être plus précis, parce qu'on verra qu'il y a des distinctions par ailleurs. Donc, je vais utiliser pour cela le réseau public de distribution qui est opéré par Enedis pour faire transiter les électrons que je produis et les ventiler à d'autres participants. Deux types d'opérations. C'est pour ça que je reprécisais tout à l'heure point de livraison compteur, parce qu'en fait, on peut avoir de l'autoconsommation collective au sein d'un même bâtiment, notamment une copropriété, où là, effectivement, on va avoir des panneaux qui peuvent être posés sur la toiture et qui peuvent être partagés au travers des différents compteurs au sein du bâtiment. Et ensuite, on a le périmètre étendu avec donc tout ça, c'est hyper encadré juridiquement donc par des textes de loi. Donc, on a un périmètre standard qui est de 2 km entre les participants les plus éloignés, donc approximativement un vol d'oiseau. Donc, qu'ils soient raccordés sur le réseau basse tension ou sur le réseau moyenne tension si toutes les installations de production sont des productions d'énergie renouvelable, et avec un maximum de production dans une boucle d'autoconsommation qui est de 3 mégas. Donc, ça commence quand même à être une production qui est assez importante, on va dire une éolienne, une tête d'éolienne, et avec des caractères dérogatoires qui peuvent être demandés, donc sur dérogation à obtenir auprès du ministre. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu plus récentes, qui permettent d'élargir le périmètre de l'ACC, non plus à 2 km, mais à 10 km entre les participants les plus éloignés, avec un caractère périurbain, donc selon les classifications de l'INSEE. Donc, soit petite ville ou ceinture urbaine. Donc, tout ça, on arrive à le retrouver sur Internet auprès des statistiques de l'INSEE.
ou encore plus 20 km, donc sur des communes qui sont classifiées de type rural, donc bourgs ruraux ou rural habitat dispersé, donc ce qui permet d'avoir un terrain de jeu lorsqu'on n'a pas la densité territoriale au niveau des acteurs beaucoup plus grand. Et donc c'est le caractère sur un territoire, vous pensez bien, donc on dépasse les limites de la commune. Donc ça va être le caractère le plus contraignant qui va rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que si je suis en périurbain, mais que je ne vais pas pouvoir aller chercher une commune urbaine, quoi. Ça va être l'exemple. C'est-à-dire que je vais pouvoir sortir du territoire de ma commune pour les 10 km, mais il faudra que je reste sur des caractères similaires en termes de typologie de commune. Caractéristiques communes au projet d'autoconsommation collective. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, le réseau, c'est le lien. C'est-à-dire qu'un projet d'autoconsommation collective, ça s'appuie sur le réseau de distribution et sur le système de comptage mis en place par Enedis, et notamment les compteurs communicants. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, je l'ai mis là juste ici, compteur communicant, notamment parce que pour pouvoir ventiler les flux d'autoconsommation collective, on a besoin d'une précision de courbe de charge au pas 30 minutes. Il faut retenir dans une autoconsommation, c'est qu'on autoconsomme que si on a synchronicité entre la production et la consommation. Et cette synchronicité, elle s'étudie au pas 30 minutes. Ensuite, les participants doivent être assemblés au sein d'une personne morale, donc personne morale organisatrice. Moi, j'ai coutume de dire, parce qu'on a tous plus ou moins vécu dans une copropriété, c'est un peu le syndic de copropriété. L'objectif de la personne morale, c'est de faire le lien entre les différents acteurs. Et ensuite, cette personne morale vient signer une convention d'autoconsommation avec donc Enedis. On va un peu plus en détail sur la PMO, donc une entité qui lie les participants entre eux. Donc ça, c'est une obligation légale hein, pour faire le lien effectivement entre les participants lorsqu'il y a partage, donc avec des formes juridiques qui peuvent être variées. Donc là, elle doit s'adapter aussi au contexte du projet qu'on va mettre en place, et notamment aussi avec un cas particulier, donc qui est un cas aussi qui prend pas mal d'essor, le modèle patrimonial pour les collectivités notamment, mais pas que. Hein, c'est-à-dire que à partir du moment où, je prends l'exemple d'une collectivité, je suis une collectivité, j'investis sur des panneaux, donc je suis producteur, je suis par ailleurs consommateur, je vais être, par mon statut de collectivité, une personne morale, et ben, ce modèle patrimonial permet en fait assez simplement d'autoconsommer sur le territoire d'une commune sans avoir à créer de structure autre. Donc là, je répète un petit peu, donc au niveau des acteurs, c'est une petite synthèse. Donc on retrouve au sein de la PMO, donc la PMO, elle fait l'association du ou des producteurs et des consommateurs. Voilà. On peut avoir aussi besoin pour créer son projet d'appui. Parce que quand on va être sur un projet d'autoconsommation collective avec, on va dire, multiplicité d'acteurs, c'est-à-dire un producteur qui veut vendre sa production à d'autres consommateurs, bah forcément, il y a un business model à mettre en place. Il y a aussi de la contractualisation à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver tout ce qui va être conseil juridique. Pour les bureaux d'études et conseils opérationnels, c'est plutôt en lien avec le fait d'installer de la production, voilà, où on peut avoir besoin de ces acteurs-là. Les gestionnaires de réseau, donc notamment Enedis hein, sur 95% du territoire, mais il faut savoir qu'il y a aussi des entreprises locales hein, et que ça s'applique aussi sur les entreprises locales de distribution. Et les autres acteurs de marché, puisque quand on va être consommateur, on a quand même besoin d'avoir aussi un contrat de fourniture avec un fournisseur traditionnel, parce que l'autoconsommation ne va pas nous apporter l'électricité à tous les moments dont on en a besoin, notamment la nuit, hein, si on est sur du projet photovoltaïque, mais pas que. Voilà, le responsable d'équilibre et les acheteurs de surplus quand on a notamment les panneaux qui sont raccordés. Donc là, le schéma de liaison entre les acteurs, j'ai tout déroulé. C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que le consommateur, il va continuer à être lié à un fournisseur d'électricité, notamment pour la vente du complément d'électricité. Donc, il aura son contrat de fourniture. Au travers de son contrat de fourniture, il aura un contrat d'accès au réseau avec le distributeur.
Ensuite, on a le producteur qui, lui, aura un contrat d'accès aussi pour son injection d'électricité. Il vendra son surplus à un acheteur de surplus, tout ce qui ne sera pas valorisé, on va dire, au sein de la boucle, s'il y en a. Et au travers de ça, il doit aussi avoir un lien avec un responsable d'équilibre qui joue les équilibres à l'échelle nationale. Et donc, la PMO va orchestrer les flux entre ces différents acteurs, le gestionnaire de réseau, les producteurs et les consommateurs. Alors là, on rentre un peu plus dans la technicité, c'est-à-dire que la personne morale, elle va aussi, au sein de l'autoconsommation collective, devoir définir comment on répartit l'électricité qui est produite entre les différents acteurs. Et pour ça, la loi permet d'avoir plusieurs types de clés de répartition. Donc, on a le statique, c'est-à-dire qu'on va affecter un pourcentage défini à un consommateur défini, donc un pourcentage de la production, et il ne pourra pas aller au-delà. Donc, l'une des, on va dire, des problématiques de ce critère, de cette affectation, et c'est pour ça qu'elle est pas trop utilisée, c'est que si le client X est en capacité de consommer plus que sa quote-part, il ne pourra pas. Donc, le système est un peu bloquant. C'est pour ça qu'a été mis en place derrière une clé de répartition qu'on appelle dynamique, donc avec deux types. Le dynamique par défaut, c'est-à-dire que dynamique par défaut, ça va être Enedis qui va effectuer les calculs, c'est-à-dire qui va récupérer les courbes de charge, producteur comme consommateur, et qui va regarder au pas de 30 minutes pour ventiler cette production et répartir cette production entre les acteurs pour faire en sorte qu'on autoconsomme au maximum l'électricité qui est produite localement. Donc voilà, donc là, quand on pose ça, ça veut dire que la personne morale ne maîtrise pas, in fine, l'affectation des flux d'électricité. Donc ça, c'est très pratique, notamment dans une patrimoniale, c'est-à-dire que la collectivité, au final, quand elle va choisir ça, elle n'aura rien à faire. Automatiquement, ça va se ventiler sur ses bâtiments. Ça peut être un peu plus gênant lorsqu'on rentre dans une gestion contractuelle avec de la revente, où là, on va plutôt souhaiter peut-être maîtriser les flux. Et c'est pour ça que derrière, il y a le dynamique, lui, qui est possible, c'est-à-dire que à la différence du par défaut où la PMO on n'attend pas de retour de la PMO dans le dynamique, on va effectuer ce dynamique par défaut, on va envoyer le fichier de répartition, on va dire à la PMO, mais on va attendre que dans les 4 jours, la PMO nous renvoie sa répartition, c'est-à-dire qu'elle va devoir revoir, si elle le souhaite, les différentes quotes-parts affectées à chaque pas 30 minutes pour chaque producteur, chaque consommateur, de sorte à ce qu'elle garde la maîtrise du sujet. Donc ça, voilà. Donc là, la PMO sur la dynamique, elle a la main. Et il y a une autre clé de répartition qui est arrivée il y a quelques temps, donc le full dynamique, où là, en gros, on va pouvoir encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir des couples producteurs-consommateurs pour réorienter ou prioriser les flux de consommation ou les flux d'affectation. Alors tout ça, c'est assujetti bien sûr à la mise en place des API, c'est-à-dire qu'Enedis, pour faciliter les échanges d'informations entre les PMO et bien sûr Enedis, a mis en place des API qui permettent d'automatiser les flux. Donc, jusqu'au dynamique, on peut procéder par échange de fichiers Excel. À partir du moment où on veut rentrer dans un système full dynamique, là, c'est quand même conditionné au fait qu'on ait mis en place les API. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais tout ça, après, vous retrouvez aussi sur Internet. Enedis a mis en place un guide sur l'autoconsommation collective qui est accessible sur son site Internet, qui est très détaillé. Donc là, pareil, je déroule. C'est une synthèse de comment ça marche pour bien comprendre. Donc, la PMO communique à Enedis les clés de répartition qu'elle choisit. Donc, est-ce qu'elle choisit du statique, du dynamique par défaut, voilà. Ensuite, nous, une fois que la boucle d'autoconsommation va être mise en place, on va relever, ce qui est notre métier, de relever les courbes de charge et les données de consommation des clients et de production des producteurs. Et ensuite, après, en fonction de ce qu'aura défini la PMO, on va affecter, donc faire ce travail d'affecter ces parts de production à chaque consommateur. Ensuite, on l'enverra à la PMO. Donc, on calcule les kilowattheures de complément d'électricité aussi que chaque consommateur va devoir avoir fourni par son fournisseur de référence.
Et ensuite, Enedis publie aux parties prenantes, donc PMO, fournisseurs, les données de courbe de charge qui les concernent. Donc ça, bien sûr, quand on a une PMO qui a choisi comment dire, du dynamique, bah, on attend bien sûr que la PMO nous ait redonné les informations, donc elle a 4 jours pour le faire. Ça, c'est plus pour bien comprendre ce que je disais tout à l'heure, un exemple de synchronicité. Il faut bien voir que bah, si je consomme la majorité de mes consommations avant 6 heures et que j'ai 0 production, je ne pourrai pas autoconsommer. Donc là, on voit en bleu une courbe de consommation, on va voir en vert une courbe de production. Et donc c'est simple, hein, on voit bien que ce que je vais autoconsommer, bah, c'est toute la production toute la consommation, donc la courbe qui est en verte, hein, qui est la surface qui est en verte, toute la consommation que j'aurai pendant que j'ai de la production. Ça, c'est ce que je vais pouvoir autoconsommer dans ma boucle. Tout ce qui va être en surface rouge, bah, c'est bien sûr de la production où je n'aurai pas en face de consommation. Donc ça, ce sera du surplus qui sera réinjecté au réseau et valorisé potentiellement via une obligation d'achat ou autre auprès d'une personne pour acheter. Donc là, je trouve que cette courbe, elle est assez explicite. Et donc, comme le disait Gwenaël, donc l'autoconsommation collective, c'est quand même une dynamique qui est en très, très forte croissance. Hein, on le voit, on avait 50 projets au premier trimestre 2021. Là, on en a plus de 379 à la fin du T1 2024. Donc, on voit que on va peut-être pas dire exponentielle, mais on a une forte dynamique de croissance au niveau des projets, avec une dominante, hein, c'est pas écrit là, mais on a quand même une grosse dominante de projets des collectivités, hein, en pourcentage, on a plus de 50% qui sont des projets de collectivités dans ces autoconsommations collectives, et avec une répartition territoriale, voilà, donc qui est un peu on va dire disparate. Il y a des territoires dans lesquels c'est plus dynamique sur ces tendances-là et d'autres un peu moins. Ça me permet aussi de faire le lien avec comment dire, l'Observatoire français de la transition écologique, qui est un observatoire mis en place par Enedis et qui a pour vocation de mettre à disposition ces chiffres-là. Hein. Ce que je vous ai mis là, c'est des données que j'ai issues. Donc, si vous voulez suivre cette dynamique, vous pouvez vous rendre, hein, vous aurez la présentation a posteriori, hein, il y a un lien cliquable qui vous permet d'aller regarder tous ces aspects-là. Et enfin, je voulais aussi élargir un peu, il faut savoir que en plus de l'accompagnement qu'on peut faire sur les projets d'autoconsommation collective, Enedis a mis en place depuis quelques années maintenant des outils qui vous permettent de vous accompagner sur les projets de photovoltaïque, notamment sur l'aspect identification sur les bâtiments de la capacité réseau au raccordement notamment. On a un premier outil qui est la cartographie des capacités qui permet sur on va dire, une commune ou sur un territoire, d'aller regarder comment je peux raccorder facilement mes bâtiments, c'est quoi la capacité d'accueil du réseau, ou d'aller encore plus loin, c'est-à-dire je peux identifier sur un bâtiment, faire une simulation de raccordement. Donc là, le simulateur, il va vous dire, bah, écoutez, votre projet il est raccordable facilement et ça coûte, je sais pas moi, 2000 à 2000 euros. Ou alors, eh ben là, on a besoin de faire une étude complémentaire parce que la puissance que vous demandez dans le simulateur, on ne sait pas dire, il faut qu'on fasse une étude complémentaire. Et donc là, il y a un nouveau service qui a été mis en place depuis septembre. Ça s'appelle IPR, Impact Projet Réseau, notamment sur tout ce qui est projet de raccordement, on va dire, d'énergie renouvelable. Ça a été fait principalement pour ça. Et donc là, c'est payant. On peut faire une étude, comme une étude de branchement, mais très en amont, sans avoir besoin de connaître le type de panneau, le type d'onduleur, juste une puissance, une localisation. Donc en basse tension, hein, ça coûte pour les projets inférieurs à 36, ça coûte un peu moins de 300 euros. Ça coûte dans les 500-600 euros pour des projets jusqu'à, on va dire, en basse tension, 250 kVA. Et donc, du coup, ça vous permet de connaître précisément c'est quoi l'impact de votre projet, de pouvoir, du coup, et son coût et son délai de raccordement, de pouvoir directement savoir en étude sur quoi vous vous engagez. Merci Nicolas pour cette mise en perspective et puis aussi retracer le rôle d'Enedis. Je pense qu'effectivement, ça fait du bien de voir aussi que les choses continuent à se structurer et que toute la filière devient très mobilisée. En tout cas, pour le cas de Cois-la-Forêt, je vais essayer à mon tour de vous montrer cette progression.
Donc, Coix-la-Forêt, peut-être que c'est une commune que vous ne connaissez pas, mais la Comcom auquel est rattachée, je pense, va vous faire penser que vous êtes déjà allé à Chantilly. Donc, c'est le pays des chevaux et des courses. Donc, ils sont très moteurs. Curieusement, bien qu'étant proches de Paris, ils font partie de la région Hauts-de-France. Et donc, nous avons découvert ce territoire et du coup, ces élus qui sont extrêmement motivés. Alors, je vous fais un rapide passage sur la géographie. Donc, nous sommes on va dire, 3e ceinture de Paris, mais en zone dite rurale. Hein. Donc, on est dans un schéma très extensif avec des possibilités de conduire des PMO du coup sur le maximum d'espace, hein, c'est-à-dire d'aller sur les boucles de 20 km. Donc, nous avons étudié la première boucle sur Coix-la-Forêt avec la dimension à la fois, si je puis dire, privée et publique, puisqu'il s'agissait de voir de quelle façon on pouvait du coup rassembler tous les acteurs possibles, donc les riverains, les bâtiments publics, pour faire converger dans cette logique de périmètre maximal qui est celle de 20 km. Donc, petit rappel réglementaire, le 19 septembre 2023, on avait donc la possibilité de rentrer dans ce mode dérogatoire des 20 km. Donc, c'est précisément ce qui s'est passé là. En tout cas, ça montre aussi que même sur des périmètres éloignés, dits de la zone urbaine, c'est possible de le faire. Donc, nous avons évidemment utilisé Athenergy pour pouvoir faire ces simulations et voir le capacitaire. Donc, première action, évidemment, c'est se rendre compte de la production solaire qui est proposée à la fois sur le bâti, mais aussi avec des solutions d'ombrières et notamment sur un espace qui était jusque-là réservé finalement au champ de course. Et donc, ils ont de l'espace qui n'est pas exploité. Et donc, ça nous a permis d'être dans une logique d'optimisation aussi du foncier. Donc, nous avons fait le calcul de mesurage, de dimensionnement, on a estimé et on a identifié les potentiels. Vous allez voir, donc ça a duré à peu près 3 mois l'étude. Ça nous a permis de mettre un peu les acteurs dans un cheminement, si je puis dire, qui a permis de conclure des choses très intéressantes, puisque du coup, je vais vous raconter aussi un petit peu ce qui s'est passé après, donc c'est-à-dire en 2024, puisque ça, c'est une étude qui a été réalisée en 2023. Donc, l'intérêt, en fait, c'était de se rendre compte la part de bâtiments publics concernés, la part aussi réservée aux particuliers, aux citoyens, et l'exploitant hippique qui mettait aussi du foncier à disposition. On s'est vite rendu compte, et aussi c'était important pour les citoyens de se rendre compte que finalement la quote-part au sens particulier, eh bien, elle n'était pas significative. Comme vous le voyez par les chiffres ici, donc on bouclait une PMO à 3 mégas, mais avec l'exploitant hippique qui était le principal producteur. Les citoyens étaient modestement représentés et la commune et les bâtiments publics de la commune aussi. Toutefois, la surface étant relativement importante, on s'est vite rendu compte que finalement, c'était peut-être possible de faire 2 boucles. Et donc, c'est là qu'on a commencé à scénariser et à faire donc 2 possibilités pour se rendre compte en fait aussi des limites géographiques et de voir aussi si finalement les communes riveraines étaient réceptives à la démarche. Donc ça a mis un certain temps évidemment à infuser, mais en tout cas ce qui était, je pense, prioritaire dans la démarche, c'était le côté pédagogique aussi, de découvrir que c'était possible de simuler à l'avance et de se rendre compte vraiment de très près ce que ça pouvait représenter à la fois comme performance et comme capacité. Donc, voici les 2 scénarios. Donc, le premier scénario, on avait donc une production publique et privée. Et le deuxième scénario, elle était 100% privée.
Évidemment, l'intérêt étant d'orienter les choses plutôt vers une mutualisation. Même le privé était très motivé pour aller sur le scénario numéro 1. Donc, du coup, ça a conforté aussi les politiques locales d'agir dans cette logique de mutualisation, si je puis dire, public-privé. Donc, voici quelques exemples de simulations qu'on a fait. Alors, le maire était très intéressé pour démontrer que c'était possible, peut-être à terme, alors évidemment pas pour démarrer, mais à terme peut-être de faire les 1800 foyers. Donc, voici la scénarisation maximale, si je puis dire, peut-être à horizon 5 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça donne une perspective que finalement, toute la commune, si chacun, évidemment, souhaitait à être accordé, ce serait possible de boucler les commerces également et les bâtiments communaux. Alors évidemment, ça ne satisfait pas toute la production, mais ça montre qu'une PMO peut être évolutive et s'adapter à une situation. Là, on l'avait mis à 1000 foyers et à 500 foyers. Donc en fait, c'était pour montrer que la progressivité et l'évolutivité de la vie de la PMO permettaient, ou permettront, j'espère, parce que là on était dans les simulations, mais permettront de prouver que effectivement la communication, la pédagogie aidant, et puis le retour d'expérience favorable montre que finalement c'est si tout le monde participe, c'est faisable. En tout cas, c'était aussi intéressant de montrer qu'on avait une capacité de décarbonation relativement importante. Donc ça aussi, ça allait bien dans, si je puis dire, voilà, la solidification de la solution. C'est qu'en plus, on fait des économies, en plus, ça génère un revenu, mais en plus, ça décarbone. Donc, ça coche, on va dire, beaucoup de cases. Donc, pour être très concret, voici géographiquement ce que ça donne. L'enjeu, bon, ici, on est en fait pas très loin d'Orly. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce secteur nord Paris, pardon. Mais voilà, on est tout près de l'aéroport et des parkings de Roissy. Et donc, nous avons le 20 km, vous le voyez là. Et donc, concrètement, voilà ce que ça donne, 2 boucles, puisque, en fait, l'enjeu, en augmentant ces 2 boucles et en les faisant, si je puis dire, se parler, à travers une même PMO, hein, donc ce serait une seule PMO pour 2 boucles, on arrive finalement à avoir une synthèse. Donc la commune d'à côté, c'est la Morlaix, et on arrive à avoir une synthèse de cette allure-là, c'est-à-dire que la zone nord, donc ici, vous voyez, zone nord, notre zone sud, donc la Morlaix étant au nord, Poix-la-Forêt au sud, on arrive finalement à une autoconsommation quand même plutôt intéressante. Donc une énergie à distribuer de l'ordre de 2 mégas, donc ça fait 2 boucles de 2 mégawatts crête, donc pour pouvoir alimenter un maximum de participants. Donc on est aux alentours de la 1700 MWh et 1500 MWh. Donc avec une génération de surplus dans les 2 cas. Donc la position du politique a été très très motivée. En tout cas, on est même allé un petit peu plus loin, si je puis dire, dans les perspectives, puisque la région Hauts-de-France a ouvert un appel à projet, Fonds FEDER, qui avait vocation à étudier les nouveaux modèles économiques, en fait, notamment par le stockage, puisque en fait, ce qui est intéressant aussi dans une boucle, bon, on voit bien, vous avez vu les courbes tout à l'heure, peut-être que je suis passée un peu vite, mais on verra dans les questions. L'enjeu, c'est de permettre en fait à chacun finalement de générer du stockage pour pouvoir restituer au moment où les consommations sont le plus importantes. Donc cet appel à projet a vu le jour, c'est en cours d'attribution, mais je pense que voilà, ils sont en pole position pour être retenus. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Donc, en guise de conclusion, le but, évidemment, de ces solutions, c'est d'aller vers non seulement la boucle pour elle-même, mais on voit que ça active la possibilité de générer en fait un principe de grid
de home grid et de faire le lien avec les voitures électriques et donc de développer aussi des solutions de chargement de parc automobile. Ça permet aussi d'offrir un stockage en restitution si toute la consommation n'a pas été finalement exécutée en temps réel. Donc, on laisse à penser que ces solutions aussi vont évoluer de façon très exemplaire. Donc aujourd'hui, il y en a peu. Donc il y en aura dans les Hauts-de-France parce que c'est financé. Peut-être que la région Bretagne fera le pas aussi pour aller dans ce sens-là. En tout cas, maintenant, je passe aussi à mon tour la parole à Amel pour qu'elle puisse concrétiser à vos yeux Phébus. Merci Gwenaëlle de ton invitation et également de me passer la main. Alors, donc je vous présente donc une expérience effectivement qu'on a menée chez Cap Accession. Donc c'est une résidence Phébus qui contient 51 logements et un local médical. Alors rapidement pour présenter Cap Accession. Donc Cap Accession, c'est une coopérative spécialisée dans l'accession sociale à la propriété. Donc, notre métier, c'est de construire des logements et d'accompagner nos clients, souvent primo-accédants, vers l'accession à la propriété, donc en les accompagnant et en leur fournissant des logements neufs de qualité et au maximum bas carbone. Donc c'est une petite coopérative, hein, on est une douzaine de collaborateurs, on produit essentiellement sur l'île-et-Vilaine et on est membre d'un certain nombre de réseaux, donc le Club Qualité Construction 35, Batilab, le réseau Novabuild, la Fédération des COP HLM, donc des réseaux qui nous aident aussi à progresser et à faire du benchmark et voilà, donc ça nous permet aussi de partager nos expériences. Donc Phébus, donc là vous avez une image vue du ciel, donc c'est 51 logements, je le disais, en renouvellement urbain. Donc ça c'est bien aussi, on n'a pas superficialisé de la terre agricole, hein. On se situe sur le site d'une ancienne école privée qui était complètement désuète. Donc on reconstruit la ville sur elle-même, on est à 300 mètres de l'hyper-centre-ville. Et on a décidé en fait dès le début du projet de orienter les bâtiments de façon à ce qu'on ait des toitures plein sud sur l'ensemble des 3 bâtiments. Donc on a travaillé avec les architectes et assez rapidement aussi avec Énergive, hein, qui est la SEM Ille-et-Vilaine, SEM en lien avec le SDE 35 pour travailler sur ce montage de l'installation des panneaux photovoltaïques en toiture plein sud. Donc, on a une centrale photovoltaïque de 90 kW crête. Et, ça produit environ 97, je ne sais pas dire, millions de... je ne sais pas comment, je ne suis pas technicienne, donc vous saurez mieux que moi. Et le projet global de construction des 51 logements et le local médical, donc on a un coût global de projet de 7 millions d'euros pour une surface plancher de 3192 mètres carrés. Alors, donc là, c'est des indications sur la production d'énergie. Donc, c'est une résidence qu'on a livrée en mai 2022. Donc, on a un peu de recul maintenant sur la façon dont ça vit. Donc là, on a des schémas donc, avec des indications de production. On a donc la production, le surplus de production, la consommation en autoconsommation collective et la production en autoconsommation collective. Donc, ce qui est intéressant d'observer, c'est que la production d'énergie renouvelable, elle couvre 23% des besoins électriques des participants, sachant qu'on est sur de l'eau chaude sanitaire en électrique, on est sur des ballons thermodynamiques. Et 78% de l'énergie produite sur place est consommée par les habitants, les commerçants et la collectivité. 22% de l'électricité est revendue à Enercop, donc c'est le surplus d'électricité qui est revendu à Enercop. Donc là aussi, on a des indications. Donc entre 2023 et 2024, on observe donc une évolution positive. Au départ, 17 résidents ont souscrit à la solution. On est passé à 26 résidents, donc plus de la moitié en fait des familles qui vivent la résidence. Et on est passé de 2 à 5 commerçants, des commerçants qui se situent à proximité de la résidence. Et puis, on a aussi un bénéfice vis-à-vis de la mairie, du restaurant scolaire et des bornes de recharge des véhicules électriques. Donc, c'est intéressant d'observer aussi qu'en 2 ans, on a augmenté le périmètre de consommateurs. Alors, le montage juridique et financier, donc comme je vous le disais, c'est Énergive qui était le principal acteur, personne morale organisatrice. Donc, je ne reviens pas sur les détails parce que M. Jaffran en a parlé tout à l'heure. Donc, Énergive développe
le projet d'installation de panneaux photovoltaïques, installe et exploite. Donc, il y a eu tout un accompagnement important auprès des habitants et de la mairie par Énergivre directement. On a 3 niveaux de consommateurs, donc la collectivité, les commerçants, les habitants. L'installation des panneaux a été intégralement portée par Énergivre. Ça représente, et c'est pas compris dans les 7 millions d'euros du projet, ça représente un investissement de 100 000 euros pris en charge par Énergivre et qui a pu bénéficier d'une aide de l'Union européenne, via le FEDER, de 35 000 euros. Et le montage est quand même très très complexe, donc on a été accompagné par un cabinet d'avocats pour nous aider à ficeler tout ça. Le périmètre de vente d'électricité il est de 2 km, donc à Melay, ce périmètre couvre tout le centre-ville. Enercop, c'est bien l'acheteur de dernier recours, donc c'est le quatrième niveau de participants. Ce qui est intéressant pour les participants, c'est qu'ils achètent de l'énergie à un prix intéressant. Et sur un an, donc on a 22% de surplus d'énergie. Donc là, on a un schéma aussi récapitulatif. Donc Énergivre, qui est le producteur sur les toitures de la résidence sur les 3 bâtiments, un consommateur 1, un consommateur 2, un consommateur N et un acheteur de dernier recours, Enercop. Donc consommateur 1, 2, on imagine ça peut être les habitants directement, et puis ensuite des personnes un peu plus éloignées, donc commerçants, mairie, et puis un acheteur de dernier recours pour le surplus qui est Enercop. Donc bien sûr, ce projet, il est réussi, et il est réussi grâce à une multitude d'acteurs qui ont pu intervenir vraiment avec l'ambition de le mener jusqu'au bout. Donc en premier lieu, la ville de Melesse qui a beaucoup accompagné le projet, la région Bretagne et l'Europe via le fonds FEDER. On s'est fait confiance dès le début pour mener ensemble ce projet, et puis Énergivre a été évidemment un acteur indispensable avec l'ALEC et Enercop ensuite. Donc des obstacles à lever, parce que c'est un beau projet, mais tout n'a pas été simple. On a eu quand même à surmonter en fait un certain nombre de difficultés. Donc d'abord le montage qui est complexe et inédit. Donc c'était nécessaire de se faire accompagner vraiment de toutes les ressources disponibles. Et on essuyait un peu les plâtres aussi en termes de bail amphithéotique pour les toitures, en termes de montage juridique, etc. Donc c'était vraiment important de se faire accompagner, de prendre ce temps aussi de montage de projet. Des coûts importants, donc c'était nécessaire aussi effectivement de faire appel à des subventions. Les acteurs parfois réfractaires, donc notamment les fournisseurs d'électricité classique, c'est compliqué en fait de travailler sur la combinaison de deux circuits d'arrivée d'électricité. Et puis, il y a eu le travail aussi de conviction et de convaincre les habitants de prendre part à l'expérience. Donc, Énergie va monter plusieurs réunions pour faire de la pédagogie et puis expliquer à quel point c'était intéressant pour eux. Alors, pourquoi c'est intéressant pour eux? Parce qu'ils ont accès à un coût plus faible de l'électricité. Il y a un intérêt aussi développement durable, puisque c'est une production locale et renouvelable. Donc, pour eux, c'est intéressant. C'est aussi un projet collectif qui a du sens, puisque l'énergie est produite sur leur toit. Et donc, c'est intéressant pour eux de savoir qu'ils peuvent consommer directement l'électricité produite. Donc, comme je le disais, Énergivre, l'ALEC ont organisé des réunions avec les habitants pour expliquer ce qu'est l'autoconsommation collective. On a vu que c'était très technique, donc c'est pas simple de comprendre tout de suite. Et puis accompagner, faire évoluer les usages et présenter les résultats. Voilà, donc présentation de la plateforme d'accès aux données de facturation EnoGrid. Donc les habitants et tous les participants en fait à la démarche ont accès à une plateforme qui peut leur permettre de suivre en temps réel l'évolution de la consommation et de la production. Et puis, il y a une newsletter qui est envoyée aussi tous les 3 mois aux habitants et pour leur expliquer comment vit cette centrale photovoltaïque sur les toits. Donc, quand on interroge en fait les habitants qui, pour plus de la moitié, ont souscrit en fait à ce dispositif, ce qui les intéresse tout d'abord, c'est évidemment le coût de l'énergie, 9,80 € par kilowatt hors taxe. Et c'est intéressant parce que du coup, le tarif, il est stable, très stable. Donc, on a vu les envolées où on a livré la résonance en 2022. C'était justement au moment où on avait des flambées au niveau des coûts énergétiques. Donc là, c'était vraiment intéressant, ça se justifiait d'autant plus. Donc des difficultés effectivement auprès des fournisseurs classiques d'électricité, mais bon, ça se surmonte. Et donc des petits verbatims. Donc je suis ravie d'habiter dans un lieu qui peut produire son énergie, d'avoir changé mes habitudes de consommation en fonction de la journée et de la météo. Puisqu'effectivement, dans l'accompagnement pédagogique des habitants, on leur explique que c'est mieux de programmer la machine à laver à midi, par exemple, au moment où le soleil est le plus fort
Et donc, au moment où la résidence produit de l'électricité à son maximum etc. Donc, ça amène aussi les habitants à programmer leurs appareils pour suivre l'évolution météo et la journée. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'arrive vers la fin. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a passé beaucoup de temps et on a mis beaucoup d'énergie sur le premier projet à Melesse, sur la résidence Phébus, mais ça n'a pas servi qu'à la résidence Phébus, puisqu'aujourd'hui, on développe un nouveau projet sur Rennes, un projet plus gros, puisque c'est 82 logements, donc à Rennes, et on duplique exactement en fait la même méthode. Donc c'est intéressant de voir qu'on consacre du temps, on met de l'énergie et les moyens qu'il faut pour que ça fonctionne sur un projet, mais que ce n'est pas juste au bénéfice de ce premier projet, puisqu'on a eu envie de le dupliquer. Sur ce second projet, donc, dont on démarre le chantier début 2025, hein, donc c'est un projet qui est déjà bien avancé, 82 logements et une salle commune. Et donc vous voyez que le projet a donc des panneaux photovoltaïques sur les 3 toitures des 3 bâtiments. Et voilà, donc on travaille à nouveau avec Énergive, hein, on ne change pas les équipes qui gagnent. Donc on est sur près de 600 mètres carrés de toiture couverte de panneaux photovoltaïques. Donc, si vous voulez découvrir le projet plus en avant, vous avez sur Internet en fait une maquette où vous pouvez vraiment explorer la résidence dans tous les sens. Donc, j'ai mis le lien sur le diaporama. Donc, en fait, c'est une résidence, là on voit bien les panneaux, donc R+7, R+6 et R+9. C'est une résidence qu'on porte en comaîtrise d'ouvrage avec Aiguillon Construction, qui est un bailleur social. Donc, ces bâtiments vont être composés de logements sociaux et ce bâtiment par des logements en accession à la propriété. Cette résidence, elle va être branchée sur le réseau de chaleur urbain de la ZAC. Le réseau de chaleur urbain, il va apporter l'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et donc, nous, nos panneaux, ils vont permettre un système d'autoconsommation collective qui va probablement couvrir 100% des besoins d'électricité des habitants, puisque le chauffage et l'eau chaude sanitaire sont apportés par le réseau de chaleur urbain. Nos panneaux photovoltaïques vont probablement couvrir 100% des besoins d'électricité des habitants, donc c'est très intéressant. Donc la centrale, on estime que la centrale va pouvoir produire 100 kW crête, et donc pour de l'autoconsommation collective, donc on va être quasiment autonome a priori sur cette résidence, donc c'est très intéressant. Voilà, donc pour conclure et pour terminer, je vous invite à découvrir une petite vidéo qui est en ligne sur Internet, sur notre chaîne YouTube, Résidence Phébus à Melesse. Donc, qui est une vidéo explicative. Vous avez un tas d'intervenants, notamment Énergive et aussi les élus qui interviennent à tour de rôle pour expliquer comment on a monté ce projet. Et puis, on demeure à votre écoute aussi pour toute question, pour approfondir. Si vous souhaitez aussi accompagner ou monter un projet comme ça, on est à votre écoute pour répondre à vos questions. Voilà. Petit débriefing maintenant, place aux questions et aux interrogations ou autres témoignages. Donc, n'hésitez pas à faire état de vos attentes. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que je connaissais pas très bien le projet de Phébus, mais effectivement, il est super intéressant et très concret. Donc, y a-t-il des questions? Voilà, par où démarre-t-on sur les questions? Alors, on a des questions. Voilà. Quelles sont les hypothèses de consommation des particuliers permettant de calculer les taux d'autoconsommation et d'autoproduction? Alors, en tout cas, pour Colla-Forêt, il n'y avait qu'une vingtaine de particuliers, donc c'était 100% de leur conso qui était visé. Si je peux compléter ce point sur le cas de Colla-Forêt, donc on avait effectivement une vingtaine de courbes de charge de particuliers et on s'est appuyé aussi sur des courbes de charge nationales qui sont fournies dans l'Open Data d'Enedis et qui donnent des courbes de charge type en résidentiel. C'est des profils. Ouais. Ce sont des profils, ouais. C'est des profils types, vous avez deux possibilités, effectivement, c'est soit de sourcer directement en demandant l'accès aux courbes de charge des potentiels participants. Ça a été fait sur d'autres projets, hein, notamment comme les projets Sirène sur Rennes, et soit derrière de vous appuyer sur des profils types de courbes de charge résidentielles ou, et pareil pour la production. Hein. Une deuxième question, quel serait l'acheteur de surplus pour la boucle de 3 MW? Donc, pour l'instant, ça n'est pas attribué. Il y a une PMO qui a été constituée, mais là, comme Jean-Marc n'est pas présent pour en parler, c'est vrai que c'est un peu délicat pour moi de rentrer dans ces détails-là parce que je ne les connais pas tous très bien.
En tout cas, je sais que la PMO a été constituée aux alentours du printemps et ils ont répondu à l'appel à projet Hauts-de-France pour activer les choses. Donc voilà, je pense que on vous mettra peut-être, comme il est absent, et c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de questions pour lui, et peut-être qu'on pourra faire un petit complément pour, entre guillemets, répondre bien à toutes vos questions pour que moi je ne peux pas du coup satisfaire. Oui, alors on avait notamment encore quelques questions sur Quoi la forêt. Ouais. Céline, pour le projet de Quoi la forêt, comment a été abordée la question de la commande publique comme acteur public? Du coup, la commune de Coix-la-Forêt s'est positionnée d'abord en lançant une consultation auquel on a répondu. Ensuite, la PMO, elle est privée, hein, donc elle n'est pas publique. Donc, en fait, il n'y a pas eu de commande publique de PMO en tant que telle, mais ils sont rentrés quand même dans la PMO. Donc, en fait, il n'y a pas de problème de commande publique a priori. Je ne sais pas à quel... Enfin voilà, si vous posez la question, peut-être que vous pensez qu'il y a un problème, mais il n'y en a pas eu en fait, sincèrement. Une fois que la PMO est constituée, donc il y a aussi des règles effectivement de fonctionnement de la PMO qui permettent de savoir comment elle va du coup lancer les études suivantes. Mais donc là, en l'occurrence, c'est une PMO qui a un statut privé. Donc du coup, il n'y a pas de problème de commande publique à ce stade-là. Alors par contre, dans le cas de Phébus, je ne sais pas trop comment vous avez procédé. Vous considériez, Amel, vous pouvez peut-être faire état de comment vous avez fait pour passer les contrats sur la concrétisation. Qui c'est qui a agi? Est-ce que c'est Énergie peut-être? Oui, alors je sais que Lucie Trégoué est dans le public, donc elle va peut-être pouvoir apporter son éclairage. Elle travaille chez Energive et Mhm. je trouve ça intéressant de pouvoir lui laisser la parole. Je ne sais pas si elle est connectée, Lucie. Les participants peuvent prendre la parole ou pas? Non? Non, elle pourra pas prendre la parole. Elle peut Ah répondre dans mince. la conversation, mais je pense qu'elle pourra pas prendre la parole. Ah d'accord, bon, c'est dommage. Ah, Donc je oui, peux autoriser un effectivement, micro. Si, je peux lui donner le micro. Faut juste que je la trouve. je ne sais pas si elle est toujours présente. Lucie. Non, malheureusement, je crois. Ah si, je vois, elle dit qu'elle est là. Ok, C'est alors du Lucie. coup, si vous lui tendez le micro, ce sera plus pertinent parce que ce sera plus précis que ce que je peux vous dire, même si j'ai une idée, mais Voilà, son micro est autorisé. Oui, parfait. Bon, bonjour. Lucie, Je on veux vous bien écoute. qu'on répète la question. La question portait La sur la question, commande publique. Comment vous avez, du coup, vous vous considérez comme un acteur public ou privé, en fait? C'est quoi les modalités d'évolution du marché pour réaliser les travaux et faire les choix? Alors, nous, on est plutôt, enfin, du coup, vu qu'on est une SEM, on est un peu des deux, mais on est quand même majoritairement public. Et c'est nous qui signons du coup les contrats avec les participants, donc avec les résidents de Phébus, les commerçants et la collectivité, donc la mairie. D'accord, mais votre désignation a fait l'objet d'une consultation? En fait, je pense que c'est peut-être la question qui est sous-jacente. La personne pose la question, comment est organisée la commande publique? Donc, dans le cas de Phébus, c'était privé, donc peut-être qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, en fait, c'est ça? Pas à ma connaissance. D'accord. Donc, ça s'est fait en gré à gré, quoi. Je pense que c'est ça qui est cherché comme réponse. Je ne sais pas si la personne Mais peut... j'avoue que j'étais pas là à l'initiation du projet, donc j'ai pas forcément toutes les infos. C'est moi qui gère l'opération maintenant, mais Ouais, sur l'initiation, ok, l'attribution, voilà. En fait, c'est vrai que la PMO, on va dire avec un mot peut-être plus neutre, c'est comme un consortium finalement d'acteurs. Il y a plusieurs types de PMO, forcément. Donc, en général, les PMO sont accompagnés par un avocat, comme a expliqué Amel
TBC tout à l'heure. Donc, effectivement, suivant quelles sont les parties prenantes dominantes, finalement, la commande publique n'est pas concernée, en fait, forcément. Quelle est la durée des contrats passés pour les projets en ACC? Non, il n'y a pas de durée de contrat. Enfin, c'est comme un contrat classique d'énergie. Les gens peuvent souscrire, le résilier, changer d'opérateur, mais il n'y a pas de durée minimum ou autre. C'est assez souple, en fait, hein. Ok. Après, Sur... ça me fait Nicolas, ouais. penser juste sur ce que j'ai pas dû le dire hein, sur la présentation. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans une autoconsommation collective, les participants, consommateurs comme producteurs, peuvent rentrer et sortir. Le modèle est souple et le permet. Donc, alors après, effectivement, la PMO peut créer son propre cadre après, mais de base, le modèle d'autoconsommation collective permet aux parties prenantes d'entrer et sortir assez facilement du dispositif. Oui, donc chacun est libre, en fait, de ses mouvements. C'est ça. Il Oui, déménage, il sort, il y a un nouvel. Enfin, voilà, Exact. donc c'est. Exactement. C'est pas, il n'y a pas une clause d'engagement Non. comme sur les téléphones. Non. Nous, Voilà. nous, ce que l'on fait, c'est qu'on prévient, on prévient les fournisseurs traditionnels de la participation ou de l'arrêt de la participation d'un acteur à une boucle d'autoconsommation et indirectement, on arrête, s'il sort, l'envoi des flux pour que ce soit pris en compte dans la facturation. Mhm. Une question qui est arrivée là pour rebondir un peu sur la réponse. Jacqueline qui dit, il me semblait que pour les centrales supérieures à 500 kW crête, les autoconsommateurs doivent s'engager dans la durée. Après, je ne sais pas sous quels aspects, en tout cas sous la partie, on va dire, autoconsommation, j'ai pas ça en tête. Après, il y a plein de sujets. Il y a notamment aussi, après, derrière, la vente du surplus avec les obligations d'achat. Et si vous avez des recours aux obligations d'achat, pour le producteur, là, il y a des engagements sur la durée. Ok. Comme on va vite, on peut en prendre d'autres. Sur le projet Epsilon, il évoquait un taux d'autoproduction de 100% pour les consommateurs participants. Est-ce avec une solution de stockage? Alors, c'est une question qu'on C'est une question adresse. pour Amel. Est-ce qu'il y a du stockage de prévu pour atteindre un taux d'autoproduction de 100%? Alors, pas a priori. On est quand même sur un schéma de revente du surplus, etc. Mais on est justement en plein dans les études permettant d'arrêter les schémas de production avec Energive, en fait, hein. Mais a priori, on ne va pas stocker sur place l'énergie, non. En fait, on est sur une estimation de 100%, mais ce ne sera pas 100% en permanence, je pense, enfin, en fonction du soleil. Et la question est importante, ça fait écho aux éléments dont je disais tout à l'heure, la synchronicité entre consommation et production. Donc, dans un projet d'autoconsommation, de toute manière, les consommations qui sont faites la nuit, voilà, quand on a un projet solaire, mécaniquement, il n'y aura pas d'autoconsommation la nuit. Donc déjà, rien qu'en posant ce principe-là, s'il n'y a pas de mécanisme de stockage, vous n'aurez pas 100%, mais vous aurez moins. Après, il y a un travail aussi à faire sur les comportements et les usages pour inciter les gens à décaler les consommations, Ouais, c'est ça. pour optimiser l'autoconsommation, pour faire en sorte que, voilà, tout ça, c'est un travail en collectif. C'est plus en termes de volume, en fait, qu'on va couvrir 100% des besoins. Après, le volume, dedans, il y a effectivement de l'énergie consommée, de l'énergie revendue, etc., quoi, en fait. L'énergie revendue va probablement compenser l'énergie consommée par ailleurs, qui n'est pas produite sur place, quoi. C'est plus une indication en termes de volume qu'on nous a donné à ce stade. Ouais, Sur les comment assurer le financement bancaire s'il s'agit de contrats court terme? Financement bancaire des panneaux? Oui, de l'installation, je suppose. Pardon? De du l'installation, je suppose. financement. Comment est-ce qu'on finance l'installation si on a des contrats court terme avec les consommateurs? D'accord. Bah là, c'est plutôt une question pour Energive parce que c'est eux qui installent pour le coup et qui assurent sur la durée. En fait, nous, on signe un bail emphytéotique avec Energive pour louer les panneaux sur une très longue durée. Et ensuite, Energive monte son plan de financement, va chercher les flux des subventions qui vont bien. Et je pense pas que ça pose de soucis puisqu'il y a des financements publics. En fait, Energive, c'est une SEM, hein, donc elle est aussi soutenue par des collectivités. Je suis même pas sûre qu'elle fasse appel à des prêts bancaires, en fait, hein, quand il s'agit de 100 000 euros d'installation. Je peux répondre aussi à la Et question d'autofinancement. Oui.
Ouais, sous l'angle obligation d'achat, depuis le décret S21, donc en fait, le surplus est accessible à l'obligation d'achat pour des projets en autoconsommation collective. Alors après, bien sûr, il y a les seuils de l'obligation d'achat au-delà duquel après on ne peut plus y prétendre, mais ça veut dire que globalement, sur un projet de 100 kg, vous êtes éligible à l'obligation d'achat. Le surplus sera un peu moins bien valorisé que si vous étiez en vente en totalité, mais dans votre business model, ça permet aussi de rassurer, rassurer les financeurs sur les rentrées d'argent. C'est-à-dire que si vous autoconsommez pas dans la boucle, dans tous les cas, vous aurez quand même on va dire la ceinture du surplus qui vous permet de sécuriser votre modèle économique. Donc ça peut être aussi une manière de regarder comment on finance, quoi. Enfin, on sécurise l'emprunteur. Merci. Ok. Et j'ai une précision sur la question de tout à l'heure sur les marchés publics. Donc Céline nous dit c'était plus par rapport à la contractualisation du fournisseur d'énergie. Comme il y a une mise en concurrence à partir de 40 000 €, y a-t-il eu des démarches particulières? Alors, est-ce que la jeune femme qui a commencé à répondre tout à l'heure est toujours là? J'avoue que je ne saurais pas répondre à cette question. Ok. J'ai pas les éléments. Mise en concurrence de fournisseurs d'énergie? Là, à ma connaissance, en fait, donc Énergie veut installer, à développer, etc. et a souscrit un contrat avec Enercop. Donc, je suppose que le statut coopératif d'Enercop n'a pas obligé en fait à la mise en concurrence, ou alors Enercop s'est positionné sur ce projet, mais il n'y a pas eu de. Je pense pas qu'il y ait eu de mise en concurrence, par Énergie, en tout cas au démarrage du projet. Oui, Dans la pas mesure, en forcément. fait, où au démarrage de la démarche, on n'a aucune, on ne sait pas du tout combien de participants vont souscrire. En fait, on n'a pas d'idée de montant, donc c'est une démarche d'accompagnement et de pédagogie, et les montants vont se faire au fur et à mesure, mais En tout cas, dans le projet Phébus, vous avez parlé de solutions aussi avec les voitures. Est-ce que ça a été plébiscité? Est-ce que ça a été confirmé Est-ce qu'Énergie a fait l'installation, ou c'est vous qui avez installé la partie équipement en voiture? fait, c'est la ville qui a installé, ou la SEM, en fait, la SDE 35 qui installe les bornes de recharge de véhicules électriques. Et D'accord, du coup, notre production d'énergie va alimenter en fait ces bornes de recharge. d'accord, ok. Sachant que la SDE 35, enfin la SEM Énergie et la SDE 35 sont liées en fait, hein. C'est des SEM, Oui, son sœur. SDE, c'est le syndicat départemental de l'énergie Ouais. 35, et l'énergie, c'est une SEM filiale, quoi. La question sur le stockage n'a pas été abordée en fait en tant que telle sur le dossier de Phébus. Est-ce que dans le nouveau projet, vous souhaitez aborder le sujet du stockage? Parce que je sais que Smile est très sensible au sujet du stockage. Peut-être Mathieu, tu veux en parler de la flexibilité pour justement rebondir sur la notion de smart grid et de voir comment on assume, comment est-ce qu'on peut finalement obtenir ou tendre vers les 100%, comment ça s'articule en Bretagne? Je le disais effectivement en introduction, le stockage fait partie des solutions qui permettent de mieux valoriser une énergie produite qui ne serait pas asynchrone avec les consommations, hein. C'est ce que rappelait Nicolas sur le suivi des pas de temps, voilà, 30 minutes et même désormais 15 minutes, je crois, qui seront mis en place. Donc, ça peut faire partie des solutions. Après, je pense que la première solution qui est importante, c'est de bien dimensionner son panier de consommateurs. C'est quand même le plus simple et le plus efficace d'un point de vue économique, d'avoir un panier de consommateurs diversifié qui va consommer notamment en journée pendant les pics de production photovoltaïque, d'où l'intérêt d'avoir de l'activité commerciale, de l'artisanat et pas uniquement du résidentiel, sauf à avoir un nombre de résidentiels suffisant pour que seul finalement le talon, la base de consommation des équipements qui fonctionnent tout le temps, des réfrigérateurs, enfin différents équipements, suffisent à consommer au maximum l'énergie produite. Donc tout dépend en fait, finalement du dimensionnement du parc de production photovoltaïque vis-à-vis du panier de consommateur et de son talon de base. Après, effectivement, une fois qu'on arrive
ne plus réussir à optimiser les usages, donc le placement des consommations, le stockage peut être intéressant à étudier. Il a forcément un coût énergétique en termes de perte de rendement, un coût économique, mais c'est des solutions qui sont de plus en plus étudiées à l'échelle de bâtiments tertiaires, parfois à l'échelle de quartiers. Donc c'est des projets sur lesquels nous on espère effectivement avoir demain de plus en plus de sites démonstrateurs. Et puisque tu évoquais le véhicule électrique, une autre piste de réflexion, c'est effectivement de se dire que la recharge de véhicules électriques, elle doit être placée au bon moment pour consommer des heures bas carbone ou des heures creuses la nuit. Mais demain, avec la capacité des véhicules qui auront peut-être cette capacité, enfin qui auront cette capacité à réinjecter de l'énergie dans le réseau ou dans les bâtiments, c'est l'approche véhicule to grid, on aura aussi cette capacité finalement d'utiliser le stockage batterie dans les véhicules pour augmenter l'autoconsommation d'énergie photovoltaïque. Donc voilà les pistes de réflexion qui sont ouvertes. On n'est pas encore dans une massification de ces systèmes-là, mais on a des projets démonstrateurs qui avancent sur ces différents sujets. D'accord. Alors, sur le thème principal de la suite de Quoi la forêt, c'est là-dessus, précisément. C'est de montrer que véhicule to grid, ça marche, et véhicule, enfin voilà, le stockage et le lien avec la maison, véhicule to home. Donc, moi, je suis assez convaincue aussi que c'est une vraie perspective. Maintenant, est-ce qu'il y a assez d'acteurs pour y répondre? Est-ce que c'est structuré? Est-ce que Smile peut aider à structurer cette visibilité pour que justement ça se concrétise voilà, dans un temps court? Je sais que du coup, les Hauts-de-France ont voulu stimuler les projets en faisant du coup ce subventionnement par l'appel à projet là dont j'ai parlé tout à l'heure rapidement. On n'a pas encore les résultats officiels, hein, mais éventuellement, si ça intéresse certains, on pourra passer les infos pour savoir qui a été retenu sur les études complémentaires. Mais c'est vrai que ça laisse augurer quand même une perspective intéressante. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, donc on aura des véhicules demain. Enfin, je cite la future R5 électrique, hein, puisqu'elle est beaucoup citée en exemple, qui sera effectivement compatible, enfin, aux véhicules to grid, et que ça fait partie des offres commerciales d'ailleurs associées en disant vous paierez moins cher la recharge de votre véhicule électrique parce que elle rendra service au réseau ou elle rendra service à votre consommation énergétique. Et donc, vous diminuerez comme ça le coût de recharge de votre véhicule électrique. Donc, c'est clairement des pistes qui vont se développer à l'avenir. C'est ça. Et du coup, cette flexibilité, elle est possible par aussi l'intervention du numérique, parce que faire les calculs sur un tableau Excel, ça marche pas. Donc, faire le suivi en temps réel, voilà, que permet de faire le numérique et la flexibilité qui s'appuie du coup sur des algorithmes. Donc, on a une nouvelle illustration aussi que prennent certains prestataires pour se spécialiser dans ce domaine. Je ne sais pas si en Bretagne, on en a certains qui sont déjà actifs ou est-ce qu'il y a des adhérents de Smile qui se présentent sur cette thématique-là, Mathieu, ou pas? Est-ce qu'on peut terminer là-dessus? Parce que je sais qu'il y en a sur Paris, mais ici, je ne sais pas. Oui, on a des acteurs effectivement qui travaillent, donc des installateurs de bornes de recharge et qui vont jusqu'à travailler effectivement sur le pilotage de la recharge des véhicules électriques, soit pour réduire les puissances ou moduler les puissances justement en fonction du nombre de véhicules branchés, connectés, soit pour s'adapter à une capacité de production photovoltaïque. Et demain, ils intégreront aussi effectivement le côté véhicule to grid. Donc, on peut effectivement renseigner, nous, et orienter vers des acteurs en région. Je pense que dans le domaine de l'aménagement des projets urbains, c'est super important de pressentir que voilà, c'est quelque chose qui va être de plus en plus demandé et sur lequel il faut faire des simulations et effectivement faire appel aux bonnes personnes. Alors, UrbanSync ne fait pas le travail de la flexibilité, mais il travaille avec des partenaires qui gèrent ça. Donc voilà, on n'a pas le temps de déployer effectivement toutes les compétences et les références d'UrbanSync, mais je vous renvoie à notre site internet et puis vous pouvez aussi évidemment nous appeler. En tout cas,
Voilà, on a eu la chance d'être reconnu et labellisé Green Tech lors de Vivatech donc au mois de mai. Donc voilà, on continue à essayer de traduire du mieux qu'on peut le soutien au territoire, aux aménageurs. Mais bon, Urban Think ne peut pas tout faire, donc nous sommes aussi très réceptifs à la notion de partenariat, parce que je pense que la chaîne d'acteurs là, il faut qu'elle soit très solide pour donner envie au plus grand nombre, pour comprendre que la décarbonation, c'est une réalité et ça passe aussi un peu par le numérique. Voilà. Mais en tout cas, merci à tous de vos questions. Je ne sais pas si on a réussi à satisfaire toutes les questions, mais si ça n'a pas été le cas, on fera des petits commentaires personnalisés. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux, parce que c'est rare d'avoir. Là, on a dépassé notre score de fréquentation par rapport aux inscrits. Donc, on est très fiers de ça. Et merci pour votre confiance. Et puis, à un prochain rendez-vous d'ici la fin d'année pour une autre occasion, un autre débat. En tout cas, merci à tous de vous être organisés pour être disponibles aussi, donc Nicolas, Mathieu et Amel. Et j'espère que Jean-Marc ira mieux la prochaine fois. Donc, à très bientôt. Et puis, bon été surtout. Passez de bonnes vacances. Merci à vous. À bientôt. Merci Merci à beaucoup. tous, au revoir. Au revoir.